Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir sur scène votre modérateur, Ibrahima Cher Diong, président directeur général, Africa Consulting and Trading, Sénégal. Bonjour. Parfait, ça marche. Soyez la bienvenue à cette session qui donne la parole à un décideur politique africain. Son nom, c'est Jean-Jacques Bouillard. Il est ministre chargé de l'aménagement du territoire et des grands travaux de son pays, le Congo. Mais avant cela, il est informaticien, mathématicien de formation, devenu pilote par la suite. Et je crois savoir qu'il a été commandant de l'avion présidentiel de son pays, une marque de confiance de son président. M. Jean-Jacques Bouillard est aussi député dans son pays, le Congo, donc il a une perspective politique, d'aménagement de territoire, des grandes infrastructures. Monsieur le ministre, je voulais vous inviter pour qu'on puisse avoir une conversation autour des thèmes que je viens de citer. Merci, Monsieur le ministre. Bienvenue à Dakar après notre dernière rencontre à Marrakech, où nous avions beaucoup parlé d'infrastructures. Il a été question ces 2 derniers jours énormément de francophonie politique. Comme vous le savez, sans les politiques, on ne peut pas faire de l'économie. Je voulais d'emblée déjà avoir votre perception, votre appréciation de l'impact de la francophonie politique sur la francophonie économique. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant tout, joindre ma voix aux autres pour féliciter les autorités sénégalaises pour la tenue réussie de ces différentes assises, notamment le sommet lui-même et aujourd'hui cette francophonie économique, donc le forum. Et ceci est important parce que aujourd'hui, le Sénégal donne la possibilité de mettre en place dorénavant une plateforme économique pour compléter évidemment cette dimension que vous avez dit, la dimension culturelle, la dimension linguistique et la dimension politique de la francophonie. Je voudrais revenir effectivement sur notre appréciation sur la dimension politique pour dire que de toutes les façons, la politique gouverne et que si nous n'avons pas de bonnes actions politiques, de bons engagements politiques, il est difficile de faire l'économie. Et que l'avantage de cet espace, c'est d'avoir déjà en commun une langue, de parler la même chose, la même langue. Et le deuxième avantage, c'est la diversité culturelle des États membres. Que le troisième avantage, c'est d'avoir capitalisé cela pendant longtemps, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc on pense que la francophonie a déjà une expérience dans la capitalisation de la diversité culturelle. On peut même dire devrait déjà avoir un tableau de bord de chaque État pour tenir compte de sa diversité culturelle, de ses habitudes, de son existence et par le biais de la langue, aller vers le développement. Et nous savons que la chose la plus importante, à mon avis, pour aller vers le développement, vers l'économie, c'est la paix et la stabilité des États africains. Il y a un intervenant hier qui a dit d'ailleurs sur les États du monde fragiles, 17 au total qui ont été plus ou moins épinglés par les institutions internationales. Il y a, sur les 17, il y a à peu près 7 qui sont en Afrique, et notamment francophones. Cela doit nous interpeller, parce que sans la paix, il est difficile de faire autre chose, quelles que soient les idées et quelles que soient les ambitions des uns et des autres.
C'est ainsi que nous pensons que la richesse que devrait détenir normalement la francophonie dans sa longue expérience linguistique et culturelle de chaque État devrait pouvoir créer les conditions d'accompagner les États membres de la francophonie. Dans un premier temps, vers évidemment la pérennisation de la paix, de la stabilité dans les États où il existe cela, et aller vers la conquête de la paix, de la stabilité dans les États où il n'existe pas, ou qui n'existe plus de paix et de stabilité. C'est indispensable parce qu'en réalité, c'est un espace commun. C'est ce que nous devrions avoir en commun pour assurer le développement. Nous pensons que Dakar, et c'est d'ailleurs cela que nous rendons hommage au président Abdou Diouf, d'avoir mené à bien, on peut dire, légué à ceux qui auront la charge demain d'un bel héritage de la francophonie. Et que nous devrons à ce moment-là prendre cette francophonie, cet héritage, et aller vers les États pour mieux comprendre quelles sont les évolutions qui doivent amener ces pays à véritablement s'installer de manière définitive dans la paix, dans la stabilité et je rajouterai finalement dans la démocratie. Dans la démocratie apaisée et dans la construction même de manière progressive de cette démocratie. En tenant compte de ce que nous appelons la réalité africaine. Vous voyez, ce siège, le Centre international de conférence Abdou Diouf, c'est un endroit majestueux pour nous qui regardons et qui de temps en temps participons à la construction de ce genre d'ouvrage, surtout pour le symbole qu'il apporte. Le président Macky Sall hier a dit que c'était le miroir de Baobab. Et j'ai fait quelque part un petit détour pour regarder comment ce miroir de Baobab pouvait faire en sorte que les Baobabs reflètent la tradition africaine. Parce que le Baobab, chez nous, dans notre tradition bantoue, c'est l'arbre à palabre. C'est là où on compte, c'est là où on explique, c'est là où on s'assoit en famille, c'est là où on s'assoit dans le village pour parler de bienfaits. C'est aussi là où on gère l'ensemble de nos différences, toujours harmonieusement, afin qu'à la fin de la journée, l'harmonie revienne. Je pense que l'Afrique, et notamment francophone, à travers ces symboles, tels que je viens de dire, sur ce grand bâtiment qui rassemblera encore davantage des grandes réunions, devrait se focaliser sur cet état des choses, pour faire en sorte que la démocratie apaisée, la paix, la stabilité doivent être les grandes valeurs à mettre en place. Toujours dans le souci de l'Afrique, dans sa dimension intrinsèque, c'est-à-dire ses valeurs culturelles, de résolution de ces différents conflits que nous avons, on peut dire, perdus depuis quelque temps. Quand nous voyons des conflits difficiles, des conflits armés, alors que nous sommes généralement des parents, nous disons la même chose. Parfois, cela est sur fond d'incompréhension, et parfois, ce sont les incompréhensions institutionnelles. Et autour de cela, nous oublions nos valeurs. Et nous pensons que la francophonie a cet atout qui est en réalité un atout différent des autres organisations, parce que c'était basé sur la réalité culturelle de chaque État. Et nous espérons pour la nouvelle secrétaire générale, que nous saluons au passage et que nous encourageons, qui est le reflet du sommet, des thèmes du sommet, la femme et les jeunes, donc devra pouvoir capitaliser des anciens ces réalités notamment africaines, puisqu'elle est aussi d'obédience africaine, pour faire en sorte que la langue en commun, la culture que nous avons dans la diversité en partage, la politique par la suite, permettent évidemment à nos pays d'aller vers le développement. Le développement donc vers la mise en œuvre de cette dimension économique qui est importante pour le développement de nos États. Parfait. Monsieur le ministre, vous avez très bien campé le décor au niveau politique. Maintenant, parlons économie.
Ça a mis du temps, mais on y est. Pendant très longtemps, le développement des infrastructures était relégué au second plan en Afrique. Beaucoup de pays africains reconnaissent et acceptent l'importance du développement des infrastructures vers l'émergence. Parlez-nous un petit peu, dans le cadre de votre pays, le rôle que les infrastructures jouent dans le développement de votre pays en particulier, mais de manière générale, la corrélation entre le développement des infrastructures et la croissance et l'émergence. Bon, le constat est celui-ci. Vous voyez, il est difficile, et d'ailleurs illusoire, d'espérer un îlot de fortune dans un océan de misère. C'est-à-dire que l'Afrique doit coaliser. Et dans cette dimension, le président de la République du Congo-Brazzaville, et d'ailleurs étant l'un des champions du NEPAD, puisqu'ayant la responsabilité d'un certain nombre de projets du NEPAD, notamment sur le pont route-rail sur les deux Congos, donc notamment entre Brazzaville et Kinshasa, a constaté avec les autres pairs, le président Macky Sall étant évidemment l'un des grands responsables de ce grand projet continental, que le véritable frein du développement du continent, c'est le manque ou l'insuffisance des infrastructures. Et l'handicap, c'est que c'est le maillon qui coûte le plus cher. Et la difficulté, c'est la possibilité d'avoir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de cela. Et d'ailleurs, si il est dit dans les études de la Banque africaine de développement qu'il faudra à peu près 90 milliards pour répondre à cet handicap, et que l'Afrique pouvait, à travers un effort, certainement avoir 45 milliards, mais il en manque plus de 50. Il faut les trouver quelque part. Et pour les trouver, il faut faire venir. Il faut faire participer les rêves du continent à d'autres. Et à partir de ça, nous voyons que si ces infrastructures sont mises en place, le reste du développement viendra sans problème. Alors, dans notre pays, le président Denis Sassou Nguesso a voulu mettre au cœur les infrastructures, déjà par le fait que nous sommes un pays, on peut dire, géostratégiquement au cœur du continent, c'est-à-dire au centre de l'Afrique. Et que nous constituons avec un certain nombre de pays d'Afrique centrale, et quand nous regardons la configuration, c'est aussi un frein au développement du continent. Et qu'il était possible de partir du nord de l'Afrique, on peut dire d'Alger, ou de Tanger, ou de Tripoli, par une voie carrossable, quel que soit l'État, et d'arriver au centre de l'Afrique et de ne pas pouvoir traverser, et peut-être avoir encore ces différentes possibilités à partir de la Zambie ou un peu plus bas pour aller en Afrique australe et atteindre le Cap. Donc nous devions jouer notre partition. C'est ainsi que le Cap a été mis sur les infrastructures de base, comme premier module pour y aller. Et d'autres raisons sont le fait du rééquilibrage et du développement économique du pays. Notre pays se repose sur une économie tournée simplement autour du pétrole, qui participe fortement au budget de l'État. Et vous savez, tout le monde sait que le pétrole est une ressource épuisable. Tout à fait. Malheureusement. Et donc, il faudra réfléchir et aller vers la diversification de l'économie nationale. Et cette diversification passe par les atouts que possède le pays. Donc, les atouts géostratégiques, par la géographie et par l'histoire du pays. Pays carrefour, pays de transit, pays pourra assurer le désenclavement des autres et son propre désenclavement. C'est ainsi que le cap a été mis sur la construction des infrastructures par le développement d'un port maritime au sud du pays, à Pointe-Noire, avec les tirons d'eau les plus, on peut dire, à mesure de recevoir l'ensemble des grands navires existants dans le monde. Donc on est à moins 16 mètres. Et un chemin de fer vers la capitale Brazzaville et la construction d'une route lourde, d'une autoroute entre Brazzaville, entre Pointe-Noire et Brazzaville,
et de Brazzaville vers le nord du pays, donc vers Ouissou, dans la frontière, autour de la frontière avec la République du Cameroun. Et à partir de là, créer les possibilités à travers, évidemment, des parallèles pour aller vers les autres pays voisins qui sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo par le pont route rail sur le fleuve, la République gabonaise à travers 2 corridors qui rentrent soit par Franceville, soit par Ndindé dans cette partie du pays. Mis autour de ça, un effort a été donc fait où on peut dire que près de 2000 km de routes ont été entièrement revêtus. Il faut aussi dire que si le pays se situe dans un milieu où il y a effectivement des perspectives écologiques, environnementales merveilleuses, il y a aussi un climat dur et un paysage difficile à la construction des infrastructures de transport. Parce qu'il y a des grandes forêts, et il y a des marécages, il y a beaucoup de rivières, ce qui est généreux pour d'autres projets et aussi une difficulté pour un certain nombre de projets qu'il faut mettre en place. Très bien. Et un effort a été fait aussi, dans le même sens de la dorsale, avec toujours cette vision d'aller vers le voisin, de la construction des lignes de transport d'énergie, très haute tension, en créant la possibilité de construire aussi des sources de production d'énergie. Et un effort, on peut dire, a été fait de 2002 à aujourd'hui. En 2002, nous avions, à titre d'illustration, en 2002, nous avions, le pays produisait en termes d'énergie 80 MW. Aujourd'hui, nous sommes à 600 MW. Donc, un effort a été fait dans ce sens. Et le mécanisme, toujours dans l'effort d'intégration sous-régionale, d'aller vers la connexion vers le pays voisin. Donc, nous faisons donc l'interconnexion vers le voisin à travers la République démocratique du Congo avec le grand barrage d'Inga pour faire l'interconnexion et aller vers les autres pays voisins. Et là aussi, la fibre optique, qui est un élément essentiel dans le développement, a suivi le même trajet. On a mis là ensemble un ensemble de critères, enfin des critères à pouvoir, de paramètres à résoudre pour être sûr d'aller vers le développement. Et effectivement, autour de ça, une politique importante. Vous savez, l'aménagement du territoire est quelque chose de tellement attendu par les populations. Chaque population, dans l'espace où il se trouve, souhaiterait avoir la même chose comme chez l'autre, au même moment, parce que les besoins sont les mêmes. Et à travers cette appropriation de l'identité nationale que le président a voulu véritablement mettre en place, nous avons organisé ce que nous appelons les fêtes tournantes à la faveur de la fête de l'indépendance nationale. Chaque département, à son tour, devra recevoir la fête nationale. Et à ce jour, nous avons reçu, exécuté 10 départements sur 12. Et il reste donc 2 départements avec, à la clé, l'aménagement, évidemment, de l'apport des structures de base et surtout la fixation de l'administration d'État qui manquait, évidemment, à l'administration intérieure et qui procédait ou créait les conditions de l'exode rural vers les grandes villes. Et nous pensons que cela apporte des fruits. Et aujourd'hui, comme une fusée, il se constitue un 2e étage qui vise un peu l'émergence sociale avec la construction de 12 hôpitaux généraux, un hôpital général par département. Et effectivement, la construction d'une grande université parce que liée aux ressources et aux atouts du pays. L'économie verte, les mines solides, les mines liquides, les télécommunications et autres qui concourent à l'aménagement du territoire. L'université en pleine construction, fin 2015, début 2016, cette université sera disponible pour permettre à mettre en œuvre les formations. En disant tout ça, je m'aimerais revenir parce que, vous savez, ce genre de choses, c'est un débat générique et le temps n'est pas toujours le meilleur ami. Oui, Monsieur le ministre, avant de revenir pour rester dans cette perspective des infrastructures, je voudrais quand même aborder un sujet qui nous intéresse tous, qui fera d'ailleurs l'objet de mon prochain panel. C'est la participation du secteur privé dans le développement des infrastructures. L'autoroute par laquelle nous sommes tous passés
est un exemple dans le monde francophone d'une transaction routière, donc de PPP, qui est une réussite. Je crois savoir que vous avez même l'opportunité de visiter donc, la route de long en large. Alors concrètement, dans le cadre de votre pays, quelles sont les mesures d'incitation et d'accompagnement dont votre gouvernement est prêt à mettre en place pour accompagner la participation du secteur privé? Et d'ailleurs, nous avons, j'en profité de mon séjour ici pour visiter cette autoroute que gère la société Eiffage, un financement bien fédéré par la Banque africaine de développement, la Société financière internationale Eiffage et le gouvernement sénégalais, qui est un bon projet, un très bon projet. Et nous avons commencé le même concept déjà dans certains domaines comme le port maritime, où le terminal à concession a été mis, évidemment, en concession après un appel d'offres international gagné par le groupe Bolloré. Et nous avons fait la même chose pour les aéroports du Congo, englobant 3 aéroports internationaux pour le développement, évidemment, aussi de ces secteurs. Et nous sommes en train d'envisager la même chose pour la mise en œuvre de la dorsale entre Pointe-Noire, Brazzaville et Ouesso, donc qui parcourt l'ensemble du pays pour une concession qui permettra, in fine, là-bas, la route existe, elle est construite, qui permettra, in fine, de créer les conditions de pérennisation de cet ouvrage, les conditions de formation des gens par le transfert de technologies et surtout les conditions à travers un cahier de charges solide, de permettre au secteur privé national, aux petites entreprises, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, de pouvoir intégrer les secteurs à travers un certain nombre de métiers, l'entretien des tronçons routiers et autres métiers d'aménagement des espaces où passe évidemment cette infrastructure. Mais nous le portons aussi vers les autres projets. Par exemple, en construisant 12 hôpitaux généraux d'un seul coup, il se pose aussi ce type de problème. Il s'agit, le moment venu, autour d'une concession de 15, 20, 30 ans, avoir la même chose comme à l'état premier, comme au premier jour de la concession. Il n'y a que le secteur privé pour apporter évidemment ce challenge. À ce moment-là, on définit un cahier de charges précis, ce que nous sommes en train de faire, qui implique donc évidemment les grands majeurs, puisqu'il s'agit quand même on peut dire d'un métier, qui apporte le métier, qui apporte la qualification, qui apporte la formation et qui fait greffer autour de ces grands ensembles les PME locales, les petites, les moyennes, même les très petites, pour que l'activité finalement crée de la richesse au niveau national. C'est ce qui est en train d'être mis en place à travers des consultations. Un appel d'offres sera mis en place pour l'autoroute dès l'année prochaine, en début d'année, et pour les autres centres tels que j'ai dit, l'université, les hôpitaux, une consultation internationale sera aussi mise en place pour aller vers, évidemment, ce type de gestion privée, pour que ceux qui font le métier fassent effectivement leur métier. Et d'ailleurs, pour dire que, pour pousser dans ce sens, l'année 2015 a été évidemment dictée par le président comme étant l'année de l'entreprise, avec un certain nombre de mesures qui encouragent les jeunes, les femmes à aller vers les initiatives de création d'entreprises. Je prends une mesure d'accompagnement simple. Nous avons constaté, autour d'une grande étude qui a été réalisée au niveau des grandes villes comme Pointe-Noire et Brazzaville, que simplement 16% des propriétaires de terrains ou de maisons possèdent un document géoréférencé. Je dis géoréférencé, c'est-à-dire un simple papier. Ça peut être un certificat de propriété, ça peut être un permis d'occuper, ça peut être... Et plus grave, à peu près 4% possèdent le titre foncier. Alors, le titre foncier, quand vous allez pour l'obtenir, il y a un certain nombre de calculs très difficiles qui amènent à l'avoir. Tant pour cent, 10 à 12% pour le bâti, 10 à 15% pour la surface. On définit les périmètres où vous trouvez quand vous avez presque une fortune que vous ne pouvez pas payer. Enfin, le commun des mortels. À ce moment-là, le président a tranché. Il dit, l'année 2015, il faut ramener tout le monde à avoir sa propriété. 1 million de francs CFA pour l'ensemble, pour les titres fonciers en milieu urbain dans la zone centrale des villes. Et à la périphérie des villes, on va à 500 000 francs CFA. Et à l'extrême périphérie, on va jusqu'à 250 000 francs CFA, y compris à l'intérieur. Ceci a l'avantage, quand on fait une enquête comme celle-là, en disant nous avons fait une enquête sur 400 000 parcelles, par exemple. Si nous ne prenons que 100 000 parcelles,
simplement, dans la position centrale. Vous avez à ce moment-là récolté, rien que pour l'État, peut-être en injectant dans le secteur du développement immobilier, du logement social, 100 milliards de francs CFA, simplement. Et vous avez donné la possibilité aux populations d'avoir un titre foncier, crucial pour avoir d'autres opportunités. Peut-être mise en banque, garantir un projet, faire un certain nombre de choses. Parce que chez nous, le titre foncier ne peut être cassé que par la Cour suprême. Et c'est un chemin de croix pour y arriver au cas où il y a une discussion de remise en cause. Vous voyez donc, il y a un ensemble de mesures qui encouragent véritablement les entreprises et les partenaires qui arrivent dans un esprit ouvert, avec des procédures simplifiées. On sait que l'administration de l'État est toujours difficile, parce que nous ne devons pas oublier aussi l'héritage. Si on dit que l'héritage culturel, l'héritage linguistique est une bonne chose, nous avons aussi reçu l'héritage bureaucratique. Des habitudes, vous voyez, toi et moi, on est en cravate aujourd'hui, c'est très bien. Mais généralement, je vais vous dire, en une minute certainement, ce qui m'est arrivé dans les visites des chantiers habituels. Nous avons vu des jeunes charpentiers qui étaient en train effectivement de faire leur travail. Et puis, quelque temps, je vois un jeune courir, descendre très vite. J'ai cru qu'il y avait un problème là-haut. J'ai dit, qu'il se passe quoi? Personne ne veut parler, personne ne veut dire. Et puis, quelque temps, il y a un qui vient souffler, mais oui, monsieur le ministre, non, c'est qu'il a vu sa copine passer et il lui avait dit qu'il travaillait dans un bureau en ville. Et donc, il ne voulait pas qu'il sache qu'il est charpentier. Voyez? Donc, non, il faut que nous ayons nous-mêmes la volonté de savoir que la qualification est une chose essentielle. Absolument. Il faut y aller vers ça. Il ne faut pas avoir les complexes d'assurer sa qualification. Absolument. Et de faire son métier, ça contribue à la société. C'est ce que nous voulons impulser aux jeunes pour qu'ils comprennent que quelque part, il n'y a rien de sous, il n'y a rien d'avilissant. Chacun devra, avec la qualification que peut apporter les centres de formation, le métier qu'il faut pour rendre complémentaire effectivement la société. Parfait. Je précise que je porte une cravate et je travaille réellement dans un bureau, monsieur le ministre. Pour revenir... Moi aussi, hein. Enfin, de temps en temps. Tout à fait, de temps en temps, mais on va aussi sur le terrain et c'est là où ça se passe au niveau des infrastructures. Et dernière question, monsieur le ministre, il nous a été demandé dès le départ d'être très concret sur les propositions qui devront constituer plus tard la charte de la francophonie économique. Si vous avez une proposition à faire pour booster la francophonie économique, quelle serait cette proposition? Vous savez, le temps étant évidemment notre ennemi dans ce genre de prise de parole, il y a une chose que nous devons mettre dans la charte. C'est l'accompagnement de la francophonie dans la stabilité et de la quête et la pérennisation de la paix dans les États francophones. S'il n'y a pas de paix, il ne se passera rien. Je vous dis parce que j'ai vécu, moi, une situation de conflit dans mon pays. Et j'ai passé toute ma vie, je ne suis pas sorti du pays pendant le conflit et je suis resté dans la capitale où il se passait le conflit. Je peux vous dire que s'il y a des exemples à suivre, quelles que soient les palabres, il faut suivre le chemin du Sénégal. Vous savez, le Sénégal, depuis l'indépendance, est un État démocratique. Ça a pu, et la démocratie s'est construite au fil des temps. On ne peut pas demander à une nation de tout avoir à la fois et à la dimension des grandes nations, comme la France ou comme les États-Unis. Ce n'est pas possible. Et que nous devons avoir la vision que chaque chose qui se construit est un acquis. Et on ne devrait pas vivre un perpétuel recommencement par la destruction, à cause évidemment des convictions politiques des uns et des autres. Ici, il y a eu 4 présidents et il y a toujours eu la démocratie. Il y a eu des tumultes, les gens se retrouvent, trouvent leur chemin, la démocratie a toujours triomphé. Il y a toujours des résultats au bout et c'est ça que l'Afrique doit suivre. Il ne s'agit pas
je dirais, de regarder quel type de révolution donner à tel ou tel État, ce n'est pas le chemin. Le chemin est tracé par le Sénégal. Suivons-le, on est des frères, nous saurons toujours nous comprendre. Merci. Et que, avant de finir, je sais que j'ai épuisé largement le temps. Vous savez, les hommes politiques, il est difficile de les contenir dans le temps. Et surtout, ce qui constitue l'évolution des institutions de la République. Les institutions ont été mises en place par les hommes. Vous voyez, ce n'est pas par Dieu, par les hommes, à une époque donnée, dans une situation, une circonstance donnée. Le monde évolue, les choses peuvent évoluer. Et on ne doit pas être figé. Il faut plutôt que la francophonie pousse les États africains vers la mise en œuvre avec leur peuple des évolutions constitutionnelles adaptées au peuple et adaptées à la modernité. Mais on ne peut pas rester figé. Sinon, c'est une erreur, on se trompe de faire qu'il faut mettre les dogmes avant et suivre. Et nous pensons qu'il est important, en donnant cette ère nouvelle, c'était la francophonie de la culture, de la politique, de l'économie aujourd'hui. Ceci montre une évolution. C'est normal. Donc, les institutions des républiques doivent fonctionner ainsi. Aux États-Unis, depuis, si vous comptez le nombre de réformes qui ont été faites, elles sont nombreuses, en France, c'est pareil. Donc, l'Afrique ne doit pas chercher à être fixée, figée, ou se voir dicter une certaine manière de faire, quand bien même que le tableau de bord que nous voulons pour la francophonie permettra à ceux qui suivent au quotidien de voir exactement quelle est la réalité de tel ou tel autre État. Toujours dans le souci de pérenniser la paix, la stabilité, afin que les investisseurs viennent davantage et ne mettront pas l'argent là où on veut casser. Donc ceci est important, c'est mon mot de la fin. J'ai certainement débordé. Merci. Monsieur le ministre, des messages très forts partant de la solidarité dans le monde francophone, de l'importance des infrastructures, de la participation du secteur privé, de l'accompagnement de vos États et naturellement de cette possibilité de voir ce qui se passe au Sénégal et de voir comment ça peut émuler d'autres nations. Sur ces notes, je voulais vous remercier de ce message. J'espère que les gens qui tiennent compte de la charte économique de la francophonie ont pris bonne note et s'assureront que ces messages figureront dans la charte. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.